Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le procureur avait demandé, je sais plus, c'est 7 ou 10 ans, et ils lui ont mis perpétuité. Toute espèce de ressemblance entre l'emprisonnement massif d'un peuple par l'État sioniste et l'emprisonnement depuis 35 ans de Georges par l'État complice n'est évidemment pas fortuite. Il faut qu'on continue de se battre pour la libération du peuple palestinien et de Georges. Pour nous, Georges Abdallah, à l'heure actuelle, n'a plus rien à faire dans les prisons françaises. 39 ans que le militant communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah a été arrêté puis incarcéré. Également proche du Front populaire pour la libération de la Palestine, à l'époque, l'État d'Israël en avait aussi après le Liban, Georges Abdallah a été arrêté le 24 octobre 1984, puis inculpé de complicité dans l'assassinat de Charles Ray et de Yaakov Bersimentov, respectivement militaires américains et diplomates israéliens membres du Mossad. Bien qu'il soit libérable depuis 1999, Georges Ibrahim Abdallah est gardé captif dans les geôles françaises à la demande de Washington lorsqu'il avait été question de le libérer en 2016. Une demande à laquelle Manuel Valls, en bon larbin qu'il était, s'était empressé de répondre. Les différents mouvements et collectifs qui demandent sa libération légitime et légale restent, eux, sans réponse. Un grand meeting unitaire est d'ailleurs prévu le 18 octobre prochain pour réitérer la demande de libération. C'est pour parler de tout ça que je reçois sur le plateau Adel Hayad, membre de Samidoun, le réseau international de soutien aux prisonniers palestiniens qui font partie des organisateurs du meeting. Bonjour Adel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors donc la lutte pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah n'est pas terminée tant que celle-ci ne sera pas actée. Oui, pour nous, c'est hyper important de continuer en fait à exiger la libération immédiate de Georges Abdallah. Tu l'as dit, en fait, ça fait depuis 1999 qu'il est libérable et il a passé 39 ans en fait, dans les geôles de l'État français. Donc il y a une grande mobilisation en fait, qui, chaque année, part à la prison de Lannemezan, en fait, qui est organisée par différents collectifs. Donc des collectifs en fait, du camp social, mais aussi des collectifs pro-palestiniens voilà, qui exigent sa libération immédiate. Cette année, en fait, on a des doutes par rapport à la répression, sur la bonne tenue en fait, de cette manifestation à Lannemezan. On espère évidemment qu'elle va pouvoir se tenir. Cette manifestation en fait, à Lannemezan et plus généralement la campagne de Georges Ibrahim Abdallah, c'est une occasion en fait, de souligner la solidarité d'une grande partie de la population qui vit en France envers le peuple palestinien, envers sa résistance, et y compris en fait, dans les différentes formes qu'elle prend. Georges Abdallah, en fait, c'est le symbole de plein de choses. C'est le symbole de la résistance du peuple palestinien, tu l'as expliqué. À l'époque où il était engagé en fait, dans la résistance palestinienne, le sud du Liban était envahi par l'armée israélienne. Ouais. Et il ne faut pas oublier que ce sont les réfugiés palestiniens, en fait, notamment dans les camps de Shatila, dans les camps de Sabra, qui ont été en fait, les premières victimes de cette invasion avec leurs compatriotes libanais, dont certains en fait, étaient engagés en fait, dans des groupes de gauche, dans les groupes de la résistance libanaise, et qui se sont opposés aux côtés de l'OLP, aux côtés de la résistance palestinienne à cette invasion. Et donc c'était des groupes progressistes, c'était des groupes révolutionnaires, des groupes de gauche. Dans le cas de Georges Abdallah, c'est la fraction armée révolutionnaire libanaise. Alors lui, il a fait partie... comme tu le disais tout à l'heure, du Front populaire pour la libération de la Palestine. Et après, il a fondé, les fractions armées révolutionnaires libanaises. Donc, en fait, soutenir Georges, c'est soutenir, en fait, là, c'est exprimer sa solidarité avec la résistance du peuple palestinien, avec le peuple palestinien en lutte. Mais c'est aussi exprimer plus généralement sa solidarité avec les révolutionnaires emprisonnés dans les prisons en fait, des États réactionnaires et plus généralement dans les prisons des États occidentaux. Georges, il se montre très solidaire en fait, de ses camarades turcs qui sont incarcérés là-bas. Il se montre aussi très solidaire avec les prisonniers politiques aux États-Unis et évidemment avec les prisonniers palestiniens. Il suit avec assiduité et il tient une correspondance avec Ahmed Saadat, qui est le secrétaire général du Front populaire pour la libération de la Palestine, et donc pour lequel nous avons une campagne à Samidoun. Soutenir Georges, c'est également soutenir une vision plus large en fait.
C'est soutenir... parce qu'en fait, Georges, si tu veux, lui, depuis sa prison, il se montre solidaire en fait, de toutes les luttes des opprimés, des luttes des exploités. Il a soutenu le mouvement des Gilets jaunes. Il soutient, en fait, lorsque les quartiers populaires et la jeunesse issue de l'immigration en fait, envahit les rues pour réclamer la justice. Par exemple, on l'a vu quand Naël il a été exécuté sans froid. Georges, il se montre solidaire en fait, à chaque fois qu'il y a des revendications sociales dans le pays. C'est pour ça que nous, en fait, on dit qu'on a une responsabilité commune en fait envers Georges. Georges Abdallah, on a une responsabilité commune, qu'on soit en fait, qu'on se montre solidaire, qu'on soit soutien du peuple palestinien. On a une responsabilité envers lui parce que c'est une des raisons pour lesquelles en fait, il est enfermé depuis 39 ans dans les prisons françaises. On a une responsabilité envers lui lorsque, par exemple, on est impliqué dans les manifestations pour des revendications sociales, pour défendre nos acquis sociaux. Et ben en fait, Georges, c'est un prisonnier révolutionnaire. Il s'inscrit en fait dans le camp social. C'est un militant progressiste. Il a soutenu la famille de Adama Traoré lorsqu'il avait été tué également. Donc voilà. C'est pas juste une victime d'un acharnement judiciaire, c'est avant tout un militant actif, combatif, et qui malgré en fait les 39 ans d'acharnement judiciaire, lui reste droit et il refuse de renier ses convictions révolutionnaires. Ça fait 24 ans qu'il devrait être qu'il est libérable. Voilà. Et qu'il est toujours en prison. On parlait tout à l'heure justement de 2016 où il aurait pu obtenir sa libération. Le gouvernement était prêt à lui accorder cette libération, mais Washington a passé un petit coup de fil à Manuel Valls qui du coup, a tout fait capoter. C'est ça. Alors, il me semble que c'était en 2014 où il y avait, 2014, pardon. Il y avait une promesse de libération, en effet, qui avait été faite. C'était pas la première, mais en effet, le gouvernement français en fait, avait fait machine arrière. Donc, il était resté en prison. Mais c'est ultra dur, en fait. Ouais. Parce que Georges Abdallah, excusez-moi, il avait carrément préparé des prises de parole, il avait écrit en fait à ce sujet. Il attendait cette libération depuis extrêmement longtemps. Il me semble que ça faisait, donc là on rentre dans la 39e année, ça faisait 30 ans à l'époque qu'il était emprisonné. On rappelle, 15 ans qu'il était illégalement libérable. C'est ça, depuis 99, donc ça faisait 15 ans. Il avait préparé son barda, il avait réuni ses livres, il les avait distribués aux prisonniers autour de lui, etc. Il avait fait des au revoir qui étaient très chaleureux, très émouvants en fait, à ses compagnons de cellule, à ses compagnons de prison plutôt. Et au dernier moment, on lui claque la porte et on lui dit en fait ta libération, ça sera pas là. Mais ça sera quand ? Aujourd'hui, on est 39 ans, il n'est toujours pas libéré. La question s'était posée aussi en 2020, à l'époque de la crise sanitaire, pour essayer de réobtenir sa libération. Là encore, ça a bloqué du côté de l'État français. Exactement, il y a clairement un acharnement judiciaire, en fait. Une des raisons pour lesquelles l'État français s'acharne, il y en a deux principales, en fait, s'acharne sur le cas de Georges, c'est principalement parce qu'il a refusé de renier ses convictions révolutionnaires. Il reste attaché à son combat politique. Ouais. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut balayer d'un revers de main. C'est-à-dire que l'État français, depuis 39 ans, toque à sa porte et lui dit « Tu veux le chemin de ta libération ? Tu veux sortir de ta prison ? Tu veux retrouver ton pays ? Eh bien, renie tes engagements révolutionnaires. Renie, en fait, tout ce à quoi tu as dédié ta vie. » Et Georges, il refuse de le faire. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que lorsque un militant prend un engagement moral et politique, c'est pas ce qu'on voit là actuellement dans le gouvernement de la Macronie où en fait ils font des allers-retours entre des fonctions, etc. En fait, ils tiennent pas plus que ça à leurs valeurs. Un militant révolutionnaire, quand il dédie sa vie à son engagement, il n'y a pas de machine arrière. Et Georges, c'est ça. Et donc, il reste fidèlement ancré à ses convictions. Et la deuxième raison, c'est que la France, elle ne fait pas que subir les pressions de l'État israélien, donc de l'État colonial comme on l'appelle, ou du gouvernement américain. Elle défend aussi sa politique impérialiste au Moyen-Orient. Elle a des intérêts à défendre au Moyen-Orient. Et donc, en maintenant Georges Abdallah en prison, elle exprime une volonté d'impacter la politique locale au Moyen-Orient et de maintenir en fait des intérêts propres qui lui sont propres dans cette région-là du globe. Donc, pour nous, c'est très important de souligner que la France, elle ne fait pas que subir ces pressions-là, mais qu'elle est actrice d'une politique de déstabilisation. Elle exerce ses propres pressions, oui. Voilà, c'est ça. Alors, tout à l'heure, quand tu m'évoquais le meeting du 18 octobre prochain, donc de mercredi, tu m'expliquais que vous aviez peur un petit peu de la répression, d'une éventuelle interdiction, parce que c'est vrai que dans le contexte qui est le nôtre, les manifestations
de soutien au peuple palestinien sont régulièrement interdites, régulièrement réprimées quand elles ont lieu quand elles essaient de se tenir malgré tout. Il y a quand même effectivement un contexte de répression de plus en plus forte à l'égard de cette lutte pour la cause du peuple palestinien, que ce soit les menaces de dissolution, comme par exemple Collectif Palestine Vaincra, ou même la façon dont a été traité Salah Hamouri, par exemple. Oui, tout à fait. Salah Hamouri, pour prendre son cas, lors de sa dernière incarcération, il lui a été retiré sa carte de résident en fait, de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il ne peut plus retourner sur sa terre natale, sur la terre de Palestine. Il ne peut plus retrouver ses proches. Lorsqu'il essaye de parler de la situation qui a lieu en Palestine, quand il essaye de parler en fait, de la lutte du peuple palestinien, de la situation des prisonniers, il y a toute une machine médiatique et une machine politique aussi qui se met en marche pour criminaliser ces prises de parole. Il y a des événements auxquels il devait participer dans plusieurs villes en fait, qui ont fait l'objet de soit des tentatives d'interdiction et les organisateurs ont tenu bon et donc ça s'est tenu, soit carrément des interdictions purement et simplement. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Salah Hamouri, concrètement ? Juste de porter en fait la voix du peuple palestinien en lutte. C'est ça qui lui est reproché. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, comme tu l'as dit, en fait, à travers les répressions en fait, qu'il y a des différentes manifestations et rassemblements en solidarité avec le peuple palestinien. Donc, si on refait juste le topo, Gaza est massivement bombardée. L'ONU parle d'entreprises de génocide à l'encontre de l'enclave palestinienne. Il y a plus de 2700 morts à l'heure actuelle, dont une grosse partie d'enfants. Alors où on enregistre, il y a 2700 morts, 2800. Il y a plus de 9000 blessés. Il y a 1 million de déplacés. Et les personnes en fait, qui veulent se montrer solidaires, qui veulent descendre dans la rue pour exprimer leur soutien au peuple qui subit ce massacre-là, l'État français lui exprime un refus en fait. Lui dit c'est interdit de descendre dans la rue pour exprimer une solidarité à l'encontre d'un peuple qui subit une politique de nettoyage ethnique. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cas de ces manifestations-là pro-palestiniennes, il ne faut pas le couper en fait, de la politique globale de l'État français. C'est juste, ça illustre en fait la radicalisation du pouvoir. Ce qu'on observe à travers les interdictions successives des manifestations pro-palestiniennes, c'est la même dynamique qu'on a observée en fait à Sainte-Soline. Ou quand il y a des mouvements écologistes qui vont manifester massivement en fait pour défendre un accès à l'eau égalitaire pour toutes et tous contre en fait un projet écocide, on leur envoie des CRS et des gendarmes mobiles armés de flashballs sur des quads. On leur oppose une violence extrême avec des gens qui sont tombés dans le coma plusieurs dizaines de jours. Et ça, c'est une des autres en fait, incarnations de la radicalité de ce pouvoir politique. Mais c'est la même chose qu'on a observé chez les Gilets jaunes, avec des gens qui ont été mutilés, dont la vie elle a été détruite en fait. C'est la même chose qu'on a observé pour la répression des révoltes de Naël, où tu as des gamins qui ont fini avec des peines de prison pour être passés au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc la cause palestinienne, le pouvoir politique essaye de la détacher en fait, du reste des causes sociales. Mais c'est un tout. Il y a une tentative de dépolitisation de la lutte du peuple palestinien. Exactement. La lutte de libération nationale palestinienne, c'est un combat anticolonialiste. Aujourd'hui en France, quand on entend les médias de grande écoute, quand on entend le gouvernement, on a l'impression que c'est une guerre de religion, c'est une guerre entre deux frères ennemis, etc. Oui, entre le Hamas et l'État israélien, alors que non, derrière tout ça, il y a un peuple palestinien qui est opprimé, qui est occupé. Exactement. Et qui tend à sa libération, et on a l'impression que c'est un sujet qui n'existe plus en fait. Exactement, c'est ça. C'est hyper important en fait de contrer ce récit médiatique-là, de contrer ce récit politique-là, mais ce récit qui est porté en fait par des ennemis de classe, par des gens qui ont une politique de casse sociale. C'est hyper important en fait de garder ça en tête quand ils s'adressent à nous. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent pas notre bien, ils détruisent le service public, ils construisent en fait une politique islamophobe, xénophobe, ils laissent des migrants mourir en pleine mer, et aujourd'hui ils nous font les enfants de cœur en nous présentant la lutte de libération nationale palestinienne comme une lutte qui serait illégitime, etc. Non, et c'est important de rappeler... Avant même terrorisme, comme en fait ils ne cherchent même pas à distinguer les différents mouvements qui peuvent lutter pour la cause palestinienne, non seulement ils dépolitisent, mais ils criminalisent la lutte derrière le vocable terroriste. Exactement, c'est ça. Nous, on tient vraiment à rappeler ça. Les Palestiniens, ils luttent depuis plus de 75 ans pour la libération de leur terre, donc la Palestine historique de la mer au Jourdain. Comme ça qu'on peut résumer la situation actuelle en Palestine. Tout ce qu'on raconte d'autre,
c'est juste de l'enfumage en fait. On essaie juste en fait de masquer la résistance légitime d'un peuple pour récupérer sa terre historique. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de la moitié de la population palestinienne qui vit sous le statut de réfugié. En fait. Il y en a beaucoup à Gaza. Il faut savoir que 60% de la population gazaoui est issue en fait, des différentes vagues de réfugiés palestiniens successifs. Donc, la première en 1948 après la Nakba, où il y a eu environ 800 000 déplacés. Mais après, il y a eu des expulsions successives, etc. Il y en a aussi qui vivent dans les différents camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, mais il y en a qui vivaient aussi beaucoup en Syrie, dans les camps de réfugiés syriens. Et il y en a qui vivaient au Liban et puis dans tout le monde arabe. Donc voilà, la répression qui s'abat aujourd'hui sur le mouvement pro-palestinien, c'est l'incarnation de tout ça. Mais elle a quelque chose de spécial, c'est que les revendications en fait, qui sont portées par ces mobilisations-là, c'est lesquelles ? C'est l'arrêt des bombardements sur Gaza, c'est l'arrêt du massacre en cours en Palestine. C'est l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. C'est l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. Ça, c'est les points les plus basiques. Et après, on peut rentrer dans les détails politiques, etc. Mais ça, c'est les points les plus basiques. L'État français met un avis de non-recevoir sur ça. Il faut savoir qu'il y a 2 pays qui le font. C'est l'Allemagne, où le mouvement pro-palestinien est extrêmement réprimé. Nous, on a des camarades de Samidoun. Donc, il y a une procédure de dissolution qui a été émise contre l'antenne allemande de Samidoun. Et nos camarades font face à une répression féroce. Donc, il y a les policiers allemands qui rentrent dans les manifestations, qui font usage de la force, etc. Et à côté de l'Allemagne, il y a la France. Sinon, en fait, tout autour de nous, en Angleterre, à Londres, il y a des manifestations massives qui se passent super bien, où le drapeau palestinien il est ultra visible et les revendications audibles. Ça ne pose aucun problème. En Espagne, pareil. Manifestations massives, drapeau palestinien visible, ça pose aucun problème. Il y a en France et en Allemagne où ça fait l'objet d'une répression et où on essaye de bâillonner les soutiens de la cause palestinienne et de la résistance palestinienne. Alors que pourtant l'enjeu, justement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, pour finir un peu là-dessus, quand on regarde ce qui se passe à Gaza, là, en ce moment, on en parle, 2800 morts, à l'heure où on enregistre cette émission, on le rappelle, on est quand même dans un contexte où justement Israël renforce sa politique expansionniste et colonisatrice dans les territoires occupés en Cisjordanie. Quand on voit la situation actuelle, on se dit que la libération de Georges Abdallah, de ces gens qui peuvent être les fers de lance de la lutte pour la cause du peuple palestinien, est plus que jamais légitime. Oui, elle est légitime, mais il n'y a pas eu de temps dans l'histoire en fait où ça a été encore plus compliqué en fait de réclamer leur libération. En fait, même l'expression juste en fait d'exiger sa libération, ça fait l'objet d'une interdiction. Donc, elle est légitime, mais elle est légitime pourquoi ? Elle est légitime parce que c'est un prisonnier révolutionnaire, elle est légitime parce que ça fait 39 ans qu'il est enfermé, parce que c'est une atteinte à l'état de droit, parce que en fait, ça fait depuis 1999 qu'il pourrait être libéré. Est-ce que c'est légitime parce que la population palestinienne, elle subit un massacre en cours ? Pour nous, Georges Abdallah, à l'heure actuelle, n'a plus rien à faire dans les prisons françaises. Quelle que soit la situation en Palestine. Imaginons qu'il n'y avait pas eu le massacre en Palestine, ça ne change rien à ce cas-là. Ouais. C'est que les bombardements massifs qu'il y a eu sur la bande de Gaza, c'est le symbole de la brutalité, de la sauvagerie extrême en fait, de l'État colonial. Mais dans sa plus pure essence, en fait. Ça montre juste ça. Maintenant, Georges Abdallah, ça montre la politique impérialiste de la France et sa complicité avec l'État colonial. Je comprends la question, mais ça montre pas, dans l'heure actuelle, en fait, ça montre pas que c'est légitime d'exiger sa libération. Parce que même avant, même en 2017, en 2018, ou même dans les années 2000, ou même en 1994, c'était légitime de réclamer sa libération. Ça montre qu'il y a une tentative de bâillonnement, en fait, des personnes qui essayent de s'exprimer sur ces sujets-là. C'est ça le lien qu'on peut faire aujourd'hui entre le cas de Georges Abdallah et la situation à Gaza. C'est que l'on parle en fait d'un prisonnier politique qui est enfermé depuis 39 ans dans les prisons françaises, libérable depuis 1999, ou qu'on parle de la colonisation des terres de Cisjordanie qui sont occupées illégalement par des colons sionistes religieux, ou qu'on parle en fait de l'enfermement massif de plus de 5200 prisonniers palestiniens actuellement dans les prisons de l'État colonial, qu'on parle des bombardements massifs qui ont causé plus de 2800 morts et plus de 9000 blessés à Gaza, tout cela,
c'est inaudible pour le gouvernement français et c'est des positions qui sont intenables. Et On l'a vu dans le contexte, là, dans les débats qu'il y a, en France depuis samedi. C'est ça. Je voudrais juste rappeler quelque chose. Ce qu'on observe là, avec les tentatives d'illégaliser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en fait de délégitimer les paroles qui... De criminaliser, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là. Totalement, oui, de criminaliser en fait la solidarité avec le peuple palestinien. Finalement, ça montre juste en fait que l'État français, il se calque avec la politique réactionnaire de l'État colonial israélien, qui est aujourd'hui gouverné par son aile la plus extrême, donc une aile d'extrême droite et issue du sionisme religieux. Pourquoi ? Qu'on dit le plus à droite que de l'histoire de l'État d'Israël. Oui, même si pour nous, en fait, on se pose la question quand les gens nous disent ça, comment un État colonial peut être autre chose qu'un État réactionnaire ? Parce qu'en fait, l'essence même de la colonialité, l'essence même du colonialisme, c'est de renier l'humanité de la population colonisée. Donc, éventuellement, on peut émettre l'hypothèse que même s'il y avait un État sioniste, il y avait un gouvernement sioniste, comme ça a été le cas dans l'histoire, qui était de gauche, quelle serait sa politique ? Est-ce qu'on pourrait parler d'État progressiste ? C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de dépolitisation du peuple palestinien, mais plus fort que ça, en fait, il y a une déshumanisation du peuple palestinien. Ça, c'est à la base de l'entreprise coloniale. Oui. C'est à la base. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une présence extérieure qui va s'implanter sur un territoire qui n'est pas le sien, qui va expulser des populations, qui va les massacrer, et qui, en plus, va leur dire « Vous n'avez aucune légitimité, en fait, d'habiter sur la terre de vos ancêtres. Nous, on a la toute-puissance militaire, économique, matérielle, et on se garde, en fait, la souveraineté sur cette terre-là. Et puis, ça s'accompagne de massacres, ça s'accompagne de déplacements de population. Donc oui, il y a une déshumanisation, en fait, des populations palestiniennes dès la base, en fait, du projet colonial. Mais en fait, pourquoi je parlais de ça ? Je parlais, en fait, du lien entre l'aile la plus à droite du gouvernement israélien, donc de l'État colonial, et l'État français. Elle s'exprime comment ? Elle s'exprime, en fait, par les mêmes tentatives de délégitimiser, en fait, les voix solidaires avec le peuple palestinien. En 2021, il y a 6 ONG palestiniennes de défense donc, qui étaient issues de la société civile. C'était 2 ONG de défense des droits humains, une ONG de défense des droits des enfants, une ONG de travailleurs agricoles, une ONG de travailleurs des femmes, donc de travailleuses, une ONG qui était Adamir, donc à laquelle Salah Hamouri, dans laquelle il travaillait, qui était une ONG de droit, de défense des droits des détenus palestiniens. Ces 6 ONG-là, elles ont été qualifiées d'organisations terroristes par l'État israélien. Ouais. C'est des organisations de la société civile. Donc en fait, même quand les Palestiniens ils s'organisent de manière pacifique, même quand ils s'organisent au sein de la société civile avec des outils juridiques, etc., pour défendre le droit des enfants, pour défendre le droit des femmes, les droits des travailleurs et des travailleuses, le droit des prisonniers, l'État colonial, les classe comme organisation terroriste. Ça a été le cas aussi pour Samidoun. C'est-à-dire que Samidoun, en 2021, était classé organisation terroriste par l'État israélien. Aujourd'hui, l'État français suit cette même voie, dans le sens où il criminalise. Et là, on a vu avec les dernières prises de parole de Darmanin, dans les procédures de dissolution qu'il va mettre en œuvre, dans les articles 40, il criminalise toute voie en fait, de solidarité avec le peuple palestinien. Et il essaye de maquiller ça avec de l'apologie du terrorisme, il essaye de maquiller ça avec des accusations de propos antisémites, etc. Nous, on tient à être clair. Les manifestations pro-palestiniennes, elles sont interdites. Mais il n'y a pas si longtemps, on voyait des nazis défiler dans les rues de Paris avec des croix celtiques, cagoulés, et que ça posait aucun problème aux mêmes gens qui nous bassinent aujourd'hui avec l'illégitimité du camp pro-palestinien à s'exprimer. Donc ça, c'est hyper important de garder en tête, mais ça, je vais le redire, qu'il ne faut pas que les gens se laissent berner sur le fait que nos ennemis de classe, donc ceux qui détruisent le camp social, ceux qui détruisent nos acquis sociaux, ceux qui sont les mêmes là, qui trempent dans des histoires d'agressions sexuelles, etc., et qui commencent à parler sur le droit de l'avortement, etc., ou qui ont des politiques xénophobes, c'est les mêmes en fait aujourd'hui qui font tout ce battage médiatique là sur l'illégitimité de la solidarité du camp pro-palestinien en fait et de la résistance palestinienne. Ouais, et puis qui à demi-mot valide la politique de l'État
conservateur et fascisant israélien. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc pour Georges Ibrahim Abdallah, en fait, c'est l'application du droit que vous demandez. Au final, on demande rien d'autre que ça. On va le répéter encore une fois. Incarcéré depuis 39 ans, c'est le plus vieux prisonnier, c'est le plus ancien prisonnier politique actuellement incarcéré en Europe. Il est libérable depuis 1999. Et nous, on pose cette question-là. On pose la question de pourquoi il n'est pas encore libéré. Pourquoi, alors que à plusieurs reprises, et tu le rappelais, notamment alors en 2013 ou en 2014, il y avait eu une promesse de libération. Pourquoi il est maintenu dans les prisons françaises? Ça, c'est comme tu le dis, nous, on réclame juste en fait que le droit soit appliqué. Saïd Bouamama, il fait une formule très juste, et nous, on l'aime beaucoup. C'est qu'actuellement, Georges Abdallah, c'est le seul étranger en fait que la France refuse d'expulser. Oui, c'est vrai. Nous, on demande juste en fait que le droit soit appliqué pour notre camarade. On invite toutes les personnes qui sont solidaires, qui se sentent solidaires, en tout cas qui soutiennent la résistance du peuple palestinien, qui soutiennent la lutte du peuple palestinien, à se renseigner sur le cas de Georges Abdallah, à à rejoindre les initiatives qui sont organisées tous les ans par la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah, qu'on salue parce qu'ils font le travail depuis très longtemps, par Collectif Palestine Vaincra, qui font le travail depuis très longtemps également, et toutes les organisations qui suivent le dossier. Et il serait temps que le camarade sorte. Donc ça concerne Paris et l'Île-de-France. Ce mercredi prochain, à la Bourse du Travail de Paris, salle Ambroise Croizat, 19h, il y aura un meeting unitaire qui est appelé par Révolution Permanente, les deux NPA, CGT Énergie, le FEIQP, Palestine Vaincra, Samidoun, la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah. Le vendredi 20 octobre, à Toulouse, il y a un meeting qui est organisé par Palestine Vaincra qui parlera également en fait, de la situation de Georges Abdallah. Et le 21 octobre, à Lannemezan, il y a la grande marche annuelle devant les portes de la prison où il est détenu. Et il y a des bus qui partent de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez que le média puisse être un média des luttes, de toutes les luttes susceptibles de concurrencer BFM et CNews à la télévision, il ne tient qu'à vous de soutenir notre campagne sur KissKissBankBank. Cliquez sur le lien disponible en description, donnez, partagez cette cagnotte autour de vous et sur vos réseaux. Un média indépendant des puissances financières et politiques ne peut exister sans vous et votre soutien citoyen. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à très vite.